Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Vous pouvez nous rejoindre justement via les plateformes numériques, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, tous les jours du lundi à dimanche. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Union européenne, sanctions contre la Russie, les diamants russes exclus, c'est notre grande interrogation. Union européenne, sanctions contre la Russie, les diamants russes exclus, c'est notre grande interrogation. Exclu Gazprom Bank du système SWIFT. C'est la proposition conjointe de la Pologne, de l'Irlande et des 3 pays baltes dans le cadre d'un nouveau train de sanctions contre Moscou. L'établissement financier joue un rôle déterminant dans le paiement du gaz entre la Russie et l'Union européenne. Dans un document obtenu par nous, d'ailleurs, les 5 États membres présentent une série de mesures en réponse au projet de Vladimir Poutine de mobiliser jusqu'à 300 000 réservistes de l'armée et d'organiser des référendums dans les territoires occupés, justement, par l'Ukraine et surtout par l'OTAN, il faut le préciser. Ces scrutins considérés par les experts comme un prélude à une possible annexion complète, selon en tout cas l'Union européenne, sont sévèrement condamnés par les pays occidentaux qui les qualifient de simulacres. Et bien, quelque part, le décret de mobilisation et les référendums alimentent les appels à une nouvelle série de sanctions européennes contre la Russie, nous dit-on. Je pense que cela appelle des sanctions de notre part, une fois de plus, a déclaré la semaine dernière Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, depuis le lancement, on va lui dire, commencé l'opération spéciale militaire du côté de l'Ukraine. Eh bien, l'Union européenne a imposé 6 séries de sanctions ainsi que des mesures complémentaires visant à affiner leur efficacité et à étendre leur portée. Mais, il faut le préciser jusque-là, ces sanctions n'ont fait qu'accroître, on va le dire comme ça, l'économie russe. Et pendant ce temps, l'Union européenne est plongée dans la récession, dans la pauvreté, dans la misère et dans le manquement. Les 5 capitales souhaitent donc que Gazprom Bank soit définitivement exclue de SWIFT. La banque, dont le siège est à Moscou, sert d'intermédiaire, nous dit-on, entre les clients de l'Union européenne et Gazprom, le géant gazier russe. Il faut le préciser également, jusqu'à preuve de contraire, l'Union européenne vit toujours, on va le dire ainsi, du gaz russe. Les banques russes, une question cependant, les banques russes bannies du SWIFT ont-elles d'autres alternatives? Et oui, on nous fait savoir justement que ces banques ont d'autres alternatives. Et jusqu'à preuve de contraire, une autre question pendant ce temps, que font les membres de l'Union européenne des diamants russes jusqu'à preuve de contraire? Eh bien, selon certaines informations, eh bien, ces diamants russes, qui quittent d'ailleurs, selon le Centre du commerce international, les exportations de diamants russes, ont représenté jusqu'à 4,5 milliards de dollars en 2021. Leur première destination est la Belgique, dont le centre, on va le dire comme ça, diamantaire d'Anvers domine le marché international de la taille et du polissage de la pierre précieuse. Que vont donc faire les États de l'Union européenne de ces diamants qui leur apportent souvent de l'argent? Allez savoir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin, Union européenne, sanctions contre la Russie, les diamants russes exclus. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, c'est Patient Parfendom, qui est avec nous ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde, à ceux qui nous suivent à partir du web. Nous le disons selon le début de semaine, nous sommes jusqu'au 2e jour, à nos valeureux techniciens, à toute l'Afrique digne, n'est-ce pas, qui de plus en plus exprime sa fierté depuis le dernier passage du Premier ministre malien par intérim, M. Abdoulaye Maïga, à qui nous profitons de votre plateau pour lui dire merci. Merci du fond du cœur, parce que pour une première fois, depuis plus d'une décennie que nous sommes dans ce combat, il y a un institutionnel, un officiel d'un État africain qui exprime à la face du monde, en réalité, la vérité, n'est-ce pas, que l'Afrique aurait aimé exprimer depuis très très longtemps. Depuis, on peut dire que la France néocoloniale et l'impérialisme ont écrasé, n'est-ce pas, nos leaders, nos icônes, surtout ceux qui nous montrent le chemin de la liberté, de l'indépendance, n'est-ce pas, de l'autonomie. Et ils ont cru que c'était fini, que les coups fatals qu'il fallait porter, les avaient portés et que cet espace devait être un espace où ils pouvaient continuer à faire de l'Afrique ce qu'ils entendaient bien faire, c'est-à-dire un espace où l'intelligence a complètement foutu le camp,
où le sens de la responsabilité n'existe plus, où la dignité est un lointain souvenir. Et heureusement, je pense qu'avec vous, notre message a porté. Je suis très heureux d'être face à un combattant de la première heure, sur le plan médiatique évidemment, comme vous. Et c'est pour vous dire, attention, chaque pas que vous faites n'est pas un pas inutile, il laisse des traces. Et d'autres viendront demain après-demain s'inspirer, n'est-ce pas, de ces pas qui ont été faits pour continuer, pour pérenniser, n'est-ce pas, ce combat qui n'est pas seulement un combat pour les Africains, qui en réalité un combat pour toute l'humanité, parce qu'il faut redonner un autre visage à ce monde meurtri par ces nouvelles idéologies qui tentent à défaire l'homme de sa nature première, qui est celle d'être en harmonie avec cette planète que Dieu lui a donnée, offert gratuitement, mais surtout à pouvoir développer son intelligence à l'exemple de son Créateur pour en faire un véritable paradis pour les êtres humains qui sont. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir déjà, un patient parfait d'homme. Je commencerai par vous demander déjà de vos impressions. Après le 24 septembre dernier, à la tribune des Nations Unies, le colonel Abdoulaye Maïga fait des choses extraordinaires. Eh bien, c'est plus de 18 minutes où il a dit des choses qui ne se disent pas très souvent sur le continent africain, et d'ailleurs à la tribune des Nations Unies. On sait également que plusieurs de nos vaillants héros sont passés justement à cette tribune, comme par exemple Ruben Oumyobek, qui disait des choses extraordinaires, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi. Cette fois-ci, un autre héros est né le 24 septembre dernier, c'est le colonel Abdoulaye Maïga, le premier ministre par intérim du côté du Mali. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends d'abord vos impressions avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais évidemment, quand je voyais ce brave digne africain s'exprimer à la tribune des Nations Unies, j'avais l'impression que je vous voyais. J'avais l'impression que je voyais mes amis avec qui nous partageons souvent ces plateaux. Je me disais, enfin, l'Afrique parle au monde. Et ne vous méprenez pas, la voix de l'Afrique a été entendue par le monde. Enfin, on sait ce que veut l'Afrique. Enfin, on sait la détermination de cette nouvelle vague, n'est-ce pas, de résistants africains à se battre jusqu'au bout pour redonner du sens à sa souveraineté. On a pleuré, vous et nous, ensemble. Quand on a vu, au moins de nos yeux, ce n'était pas très trop lointain, peut-être, moi j'ai aussi pleuré un peu Sankara, peut-être pas vous, mais vous, avec nous, cette génération, on a pleuré avec l'assassinat de Muammar Kadhafi, à Montjo Vision, cette humiliation. Oh non! On a pleuré avec l'humiliation subie par le peuple de Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où on a vu ce que nos parents nous racontaient, c'est-à-dire l'armée française, accompagnée par l'ONU, venait humilier tout un peuple sur le sol de notre mère Afrique. Et nous avons décidé ensemble de continuer ce combat, quoi que cela puisse nous en coûter. Et depuis un certain temps, il y a comme des frémissements. Je sors de la Centrafrique, j'ai vu à l'œuvre ce que j'appelle frémissement, mais qui sont en réalité une lame de fond qui est en train de surgir des entrailles de notre mère Afrique. Alors là, que voulez-vous de plus solennel? Ce fabuleux discours du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, à la tribune de l'ONU. Il tonnait comme avec une voix de stentor, comme un tonnerre, qui parlait de l'Afrique, qui parlait pour l'Afrique, qui parlait vrai au monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. Cela veut dire tout simplement, chaque fois que nous sommes dans une démarche comme celle-ci, il ne faut pas se décourager. J'ai été content. L'impérialisme a été mis à sa place. L'impérialisme a été disséqué. Les agents de l'impérialisme sur notre continent ont été mis à nu. Ouattara, Bazoum, Ambalo et tout le reste. Qui ne sont que les représentants de cette vieille Afrique qui refuse de mourir, cette Afrique de l'argonisme, cette Afrique des maîtres coloniaux, cette Afrique des contremaîtres, cette Afrique de chiens couchants de l'impérialisme qui ont passé le temps à nous expliquer que nous ne pouvons rien faire sans les Blancs. En fait, quand il parle des Blancs, il parle de leurs maîtres blancs, parce qu'en réalité, nous n'avons rien contre l'homme blanc en général. Nous sommes en opposition violente et frontale contre cette élite blanche qui tend à mettre le monde entier sur coupe réglée. Or, Maïga, la tête haute, regardant, n'est-ce pas, les maîtres de ce monde leur disaient, l'Afrique est debout. Et plus que jamais, comme disait Ernest Wandier, comme un roseau, on peut plier, bon, on ne rompra jamais. Ça, c'est ce message-là. Mais c'est un message non seulement en direction
de ces soi-disant maîtres du monde, mais surtout en direction de la jeunesse africaine, pour dire à cette jeunesse, n'abdique jamais. N'abdique jamais. Parce que tes vaillants prédécesseurs n'ont pas abdiqué. Nous avons repris le flambeau. À toi de reprendre ce flambeau et de continuer ce combat jusqu'à la libération totale de notre continent. Je le dis pour une dernière fois, s'il vous plaît, je l'ai souvent dit. Tous les Noirs, tous les hommes opprimés à travers cette planète, les regards des autres ne changera sur ces gens que je vais les citer que quand l'Afrique va se libérer. L'Afrique a la clé de la nouvelle humanisation de ce monde. Tant que l'Afrique ne va pas se libérer, ne va pas en faire être indépendante, ne va pas se réapproprier de sa souveraineté pour redonner à cette planète, en réalité, l'image qu'elle n'aura jamais cessé d'avoir, c'est-à-dire replacer l'homme au centre de la préoccupation de ce monde, en vivant en harmonie avec la nature, en domestiquant la science, en se réappropriant de la culture première de l'homme, et non de cette culture de ces mondialistes dont on ne sait pas d'où ces nubiles leur sont sortis, qui veulent transformer le monde, et surtout l'être humain, en quelque chose d'autre qui n'est pas ce que la nature première a donné à l'homme. Et ça, ce n'est pas incompatible avec le progrès. Cette volonté-là de redonner le visage à l'homme, ce n'est pas incompatible avec le progrès. Mais ça préserve notre humanité, ça préserve notre planète, mais surtout, ça met l'amour que nous devons avoir envers le prochain au centre de l'essentiel de nos réflexions, de nos préoccupations et de notre culture. C'est ça qui a fait le charme de ce vaillant, n'est-ce pas, soldat de notre résistance, ce vaillant et digne représentant de tous nos héros millénaires, mais surtout à montrer au monde qu'un nouveau paradigme était en construction en Afrique. Et ce n'est pas de bluff. Ce paradigme-là, il va naître bientôt parce qu'il est assis sur des bases solides. Ses racines sont bien enfouies dans les entrailles de notre terre. Et bien bientôt, le monde entier verra ce que c'est le génie africain. Merci à vous, patient parfait d'homme d'être là ce matin avec nous. D'ailleurs, notre grande interrogation, c'est l'Union européenne, sanctions contre la Russie. Les diamants russes exclus. Je commencerai par vous dire d'ailleurs que, eh bien, exclus Gazprom Bank du système SWIFT, c'est en tout cas la proposition conjointe de la Pologne, de l'Irlande et des 3 pays baltes dans le cadre d'un nouveau train de sanctions contre la Russie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, puisque on a déjà sanctionné la Russie 6 fois depuis l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, et cette fois-ci encore, il y a une nouvelle proposition. Pendant ce temps, derrière ces propositions, il y a également, on va le dire comme ça, le gros problème du diamant russe qui surgit. Je ne sais pas, c'était un peu le pleurer rire dernièrement à la tribune des Nations Unies. Oui. J'entends M. Macron parler de l'impérialisme nouveau, parler de la colonisation, et dire, en réalité son message s'adresse aux Africains. Ce n'est pas parce que vous avez été victime de ces choses que vous devez le valider de nouveau. C'était presque le pleurer rire. Écoutez, c'est tout simplement la vocation raciste de cette élite au pouvoir, qui a toujours l'impression qu'une bonne partie du monde est incapable de réfléchir, est incapable de comprendre, est incapable de se projeter dans l'avenir, est incapable d'être en capacité de faire des analyses de manière autonome, sans qu'un tuteur ne puisse nous montrer une quelconque voie. Et c'est ça l'impérialisme. Vous ne valez rien, vous n'êtes rien. Vous êtes obligé de suivre le chemin que nous avons tracé. Même si ce chemin, depuis des millénaires, nous conduit complètement à la dérive. Nous conduit l'homme à sa déchéance totale, de manière globale. Et non ne construit le bonheur de l'homme. C'est un grand bluff. L'Occident ne peut pas continuer à diriger ce monde. C'est faux. L'opération militaire russe en Ukraine, c'est quelque chose de fantastique. L'opération militaire russe en Ukraine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faudra que les historiens africains étudient profondément ce qui se passe de ce côté-là. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans l'immédiateté, dans l'analyse de ce qui se passe, surtout avec ce flot de cette propagande occidentale, avec ces médias-là, qui dominent pour continuer de dominer l'espace médiatique mondial, où on croit que non, mais c'est faux.
L'Occident ne peut rien faire sans le reste du monde. Et la Russie en premier. Ils ne peuvent pas. Ils sont complètement hors jeu. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de ressources dans la ressources leur permettant de le faire. Ils ont créé des banques. Ils maîtrisent la plupart des mines. Ils maîtrisent des services. Voilà les 3 piliers sur lesquels s'appuie l'Occident pour dominer le monde. Les banques, nous savons qu'ils les dirigent. Tu vois, mon ami Belek aime parler des talmudistes. Tout se passe au niveau des banques. Les mines, allez voir en Afrique du Sud. Ce n'est pas même pas la question de la terre en tant que telle, c'est la question des mines. Ils les occupent presque à 100%. Et maintenant, vous avez les services. C'est l'essentiel de l'économie capitaliste dans le monde. Quand vous avez une infime minorité qui a en sa possession l'ensemble de ces leviers économiques dans le système capitaliste, mais c'est fini, vous êtes rien. Alors, le violent coup de sabre russe dans ce jeu-là a ouvert les yeux à tout le monde. Et on a bien compris que ces gens-là arrêtés ne valent rien. Et pour cela, il faut déstructurer l'économie capitaliste qui est entre les mains et qui leur permet de dominer le monde de manière outrancière. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate curieusement que tout le blé, là, on nous parlait, nous tous avons étudié l'agriculture américaine, l'agriculture européenne, et un peu russe, avec les Sovkos et Costco. Après, on dit oui, la Russie a été battue. Donc, n'est-ce pas, l'agriculture triomphante aujourd'hui, c'est l'agriculture occidentale. Mais que diantre? On apprend que la réalité, c'est l'Est du monde, la Russie, l'Ukraine, peut-être le Brésil et d'autres. C'est eux qui nourrissent le monde. Hein. Ce n'est pas l'Occident. Tout le bavardage qui a été fait. Oh, le monde entier va mourir de famine, surtout l'Afrique. Hein, je me bats pour l'Afrique. Le Macron ou bien Macron, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle. Toute l'agitation. Mais depuis qu'on a libéré, que Poutine a donné la possibilité de libérer, n'est-ce pas? 132 navires ont quitté justement les ports. Combien on peut la direction de l'Afrique? Il n'y a que 12. Vous voyez. Vous voyez? Mieux, la question des engrais. La famine va frapper l'Occident. Hein. Dans les jours à venir, la famine va frapper l'Occident. Ils ont pris des sanctions, mais c'est même une manière de se faire harakiri. Vous allez voir dans les jours qui vont arriver. Mais ils font le bluff. Oh, l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique qui sera frappée, c'est eux. Et parlons des diamants. Voilà notre grosse contradiction. Anvers est le centre mondial de tout le commerce du diamant dans le monde. Ce gros business était avant en des mains des Juifs. Il faut parler comme ça de manière triviale. Après, les Indiens sont venus un peu couper quelque part du gâteau, n'est-ce pas? Donc ce sont les deux, là, en Belgique, à Anvers, ces deux grandes entités-là, c'est eux qui sont au cœur de ce business du diamant. Mais, sauf que les applications du diamant sont pratiquement dans toute la haute technologie du monde. Au même titre que le cobalt et d'autres matériaux, attention, l'industrie du diamant. Donc, le diamant n'a pas seulement une vocation ludique pour faire des parades, pour faire dans comme l'habillement, le truc esthétique. Non, 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 non. Les diamants participent aussi dans la conception de grosses machines d'ordre technique et technologique. Hyper sensibles. Vous savez que nous sommes passés maintenant à la nanotechnologie. Donc, qui demande des trucs très affinés, mais qui ont une puissance incroyable, dont le diamant. Comment l'Occident va donc continuer à prétendre avoir cette avance technologique dans le monde sans le diamant russe? C'est précieux, j'aime. C'est impossible. Or, la Russie, on ne dit pas assez, c'est pratiquement le premier producteur mondial de diamants. Premier producteur mondial de diamants. Et c'est pour cela que quand vous voyez certaines guerres en Afrique de positionnement, vous voyez les soldats français venir mourir ici. Entendez comment on fusille la Russie de gauche à droite en Centrafrique. Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient que si une alliance, un couloir vertueux est fait entre les différents producteurs de diamants dans le monde. Donc si vous prenez la Russie et l'Afrique, c'est fini. Ce gros marché, ce gros business va échapper à l'Occident. Il n'y a pas, je continue de vous dire, que quand on parle de diamants, de voir les trucs de parade, les bijoux. Non, il n'y a pas que ça. Dans la technologie, les diamants, ils participent puissamment dans la construction de certains trucs extrêmement importants. Je vous donne d'ailleurs quelques chiffres. Hein. Voilà. Patient Parfendome, selon le Centre du commerce international des exportations de diamants russes, eh bien, on dit qu'ils ont représenté 4,5 milliards de dollars en 2021.
Et là, la place que vous appelez justement la plus grande, le centre diamantaire d'Anvers en 2021. 4,5 milliards. Donc vous voyez. C'est très important, mais c'était encore facile, c'était encore acceptable, d'autant plus qu'en réalité, dans le jeu, dans l'organisation de cette économie du diamant, oui, la Russie était un peu au niveau de la périphérie. Pourquoi? Les échanges se faisaient en dollars. Les transactions bancaires se faisaient à travers le système SWIFT. Exact. La Russie, depuis l'opération militaire spéciale en Ukraine, a cassé complètement cette affaire-là. Tous les achats en diamant maintenant doivent se faire en rouble. Les transactions ne se passent plus par le système SWIFT. Oui. Vous avez vu, les Chinois et les Russes sont en train de mettre en place un nouveau outil, n'est-ce pas, de transaction financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça estime que une place forte de la finance internationale, comme la City de Londres, elle risque de s'écrouler. Je pense seulement ce petit exemple. Et vous comprenez donc, la hargne des Anglais contre les Russes, ce n'est pas pour rien. Mais ils sont tellement éloignés, vous vous demandez, mais pourquoi l'Angleterre est si impliquée dans cette bataille contre la Russie? Elle n'est pas que d'ordre culturel, elle est aussi d'ordre économique. Si on change, on déplace par exemple, si c'est Shanghai qui devient aujourd'hui le centre financier du monde, c'est fini. Or, que vaut la Grande-Bretagne sans la City de Londres? Quoi? Pas grand-chose, mon cher ami. Donc, les gens ont tendance à percevoir ces glissements tectoniques sur le plan des enjeux géopolitiques dans le monde comme des choses très éloignées d'eux. Et c'est pour cela qu'ils sont sensibles. Oui, mais parfait. Ok, la France nous en veut, on comprend. Mais pourquoi même la Grande-Bretagne dit la même chose que la France? Ils ne voient pas les implications du fait que si on continue à acheter le diamant en rouble, si on continue à faire, n'est-ce pas, ces espèces de passerelles entre la Russie et l'Afrique, et dans bientôt l'Inde, par le biais des BRICS, vous comprenez que l'Occident aurait perdu complètement la main sur ce juteux marché, mais surtout sur ce marché stratégique. L'Union européenne va-t-elle accepter justement de sanctionner encore aujourd'hui la Russie et surtout exclure ces diamants? Non, ils sont obligés de se jeter dans cette bataille. Accord perdu parce qu'il y va. Il y va de l'existence même de l'Union européenne, de la qualité de vie de leurs États, de la possibilité pour eux de continuer à dominer le monde. C'est une affaire de vie de mort, hein, c'est que ce jour-là en Ukraine. Entre, j'aime le dire en prenant Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt. Le nouveau stade à apparaître. Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Ces monstres-là, c'est les gens comme Ursula von der Leyen, sortis de nulle part. Elle n'a aucun mandat électif, donc elle n'a aucune légitimité. Mais c'est elle qui prend les décisions. En lieu et place des gens qui ont été élus par leur peuple. Et vous voyez les types de décisions que cette dame-là prend. Elle fut ministre, je crois, des affaires de la défense, si je me trompe, en Allemagne, avec un passif tellement catastrophique que son départ de l'exécutif allemand a été salué par plus d'un. Mais comme l'Occident, qui périclite, qui décline, ne comprend absolument rien, tout ce qui est leur rebut, comme rebut sur le plan des personnalités avec leurs actifs, on les balance au niveau de l'Union européenne. C'est pour cela que l'Union européenne, de plus en plus, devient un véritable machin qui est appelé à disparaître. Donc, j'expliquais, pour revenir à l'essentiel, que cette affaire-là, de cette guerre des diamants, l'Occident ne peut pas se passer des diamants russes. Comme l'Occident ne peut pas se passer du gaz russe. Comme l'Occident ne peut pas se passer des céréales russes, ni du pétrole russe. C'est du bluff. C'est pour cela qu'ils misent sur cette masse de manœuvre qu'est aujourd'hui l'armée, le peuple ukrainien, pour en faire une espèce d'abcès de fixation. Et obliger, en espérant qu'il y aurait des soulèvements à l'intérieur de la Russie, pour contrer la volonté de l'exécutif russe, à protéger justement ces peuples frères de Donbass qui sont martyrisés depuis pratiquement plus de 8 ans. Oui. Et de dire, vous voyez, au monde entier, vous voyez, même son propre peuple n'est pas derrière lui. Ils tentent même d'instrumentaliser. Ils tentent même de tuer Poutine. D'abord, ils ne s'en cachent pas, ils le disent ouvertement. Vous le suivez? Il y a une tentative d'assassinat contre Poutine encore récemment. Il faut le dire au monde entier pour que le monde le sache. Parce que l'information n'a pas été assez donnée ouvertement. Ils comprennent très bien qu'avec la chute de leur économie, avec la chute de ce qu'on peut considérer comme le pouvoir, c'est fini. Une question cependant, patient Parfendome.
Parce que jusqu'à preuve de contraire, dans les officines occidentales, un seul mot revient. Tuer Poutine. Vous êtes sûr, vous êtes d'accord avec le fait que la seule chose qu'il faudra faire aujourd'hui, c'est assassiner Poutine pour espérer en tout cas voir la fin de cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine? Non, ils ne sont pas assez idiots en pensant qu'il suffira de tuer Poutine pour que l'opération cesse. Mais ils veulent créer une chaîne. La mort de Poutine aura quand même, ça va être comme un véritable séisme dans le monde entier. Cela veut dire qu'ils auront réussi à faire quelque chose de grand. Et ils vont s'accrocher sur le fait qu'ils ont pu tuer Poutine pour montrer qu'ils tiennent la main. Et qu'ils ont des capacités supérieures en termes de renseignement, en termes de sécurité, en termes de capacité de nuisance, qui sont largement au-delà des autres blocs qui se mettent en place. Et ça risque d'être un électrochoc pour l'ensemble des citoyens du monde. Dire, attention, ces gens peut-être, ils ont des forces supérieures à nous les avons peut-être sous-estimés. Et ils jouent là-dessus pour reprendre la main sur le jeu. Parce qu'en réalité, ils sont en train de perdre la main. Du point de vue de l'initiative, du point de vue de la force, du point de vue de la stratégie, complètement. Et c'est sur ça qu'ils misent. Mais ce n'est pas parce qu'ils se médisent de la volonté de l'établissement russe à continuer le combat. Non, ce n'est pas pour cela. La jeune française qui est bavarde, je vois les généraux des portes. La France n'a jamais gagné une guerre. C'est eux qui insultent la Russie. Mais il y a un excellent documentaire qui est passé, je crois, sur Russia Today. La russophobie, ou bien la haine des Russes. Je demande à nos téléspectateurs de regarder ce document. Vous allez comprendre l'histoire. D'où vient cette russophobie? Et quels sont les enjeux? Pourquoi cette russophobie? Ces élites-là qui dirigent le monde au niveau de l'Occident, quelles sont ces élites? C'est ça le problème. Le monde va découvrir la face hideuse de ces forces en réalité qui dirigent le monde aujourd'hui. D'où ils vont se jeter à corps perdu dans cette bagarre en foutant des coups de griffe de gauche à droite. J'ai l'habitude de vous dire, nous tous, même nous qui sommes, on n'est personne à l'abri. Et si par malheur, l'Occident venait à se sortir victorieuse de cette confrontation avec cette opération militaire spéciale en Ukraine, je peux vous dire une chose, venez compter ce jour aujourd'hui. Ça va être des mers de sang. Ça va être des mers de sang. Parce que c'est dans leur culture. Tuer pour assurer sa domination. Ils vont éliminer par millions. Ça va être des coupes claires pas possibles. Mais je parle de millions. Des centaines de millions de gens vont disparaître de cette planète. Si ces gars-là, par malheur, pouvaient arriver à prendre le dessus dans le cadre de cette confrontation. L'enjeu central, c'est cette confrontation. Parce que dans cette confrontation, on ne veut pas parler de l'Ukraine. Ce sont les forces spéciales, les armées les plus solides de l'OTAN qui font face à la Russie. Et il y a un danger, c'est pour cela que tu vois, vous voyez les gens trembler depuis un certain temps. Le référendum qui est en train de se passer au Donbass. Si ce référendum, comme il se passe, et que tout le monde voit comment il se passe, est finalement acté et que le Donbass, le sens d'opération, c'est de dire, oui ou non, voulez-vous rejoindre la Fédération de Russie? Alors, si le Donbass rejoint la Fédération de Russie, la conséquence première, c'est que ce que vous appelez Donbass aujourd'hui va faire partie intégrante du territoire russe. Or, dans la doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire bien consignée par la Russie, c'est que la Russie se donne la liberté d'utiliser cette arme nucléaire si son territoire est attaqué. Or, si le Donbass, dans un proche avenir, devient un territoire russe, monsieur, les gens vont continuer à bombarder le Donbass. C'est pour cela que vous voyez les réunions de « Oh, Maki, tu es où là ?» Vous avez vu à New York, dernièrement. Hein, le président de la junte française. « Oui, Maki, tu es où? Mais tu es dans quelle rue là? Nous sommes, tout le monde est là. » On en parle dans ce... Il faut battre le rappel des troupes pour dire attention, il y a quelque chose de terrible qui arrive. Et on agite le mouchoir rouge. Oh, Poutine veut utiliser l'arme nucléaire. Non, c'est parce qu'ils savent que dans bientôt, il y aura une justification sur le plan formel de la Russie à pouvoir utiliser cette arme parce que son territoire nouveau qui est le Donbass sera attaqué. Alors les gens racontent ce qu'ils veulent bien raconter. J'ai dit bravo. Continuons de parler, de raconter de balivernes. Mais la Nouvelle-Calédonie, elle est toujours française. On a dépecé la Yougoslavie. Même la Serbie, on a encore dépecé en créant un nouvel État qu'on appelle le Kosovo.
Qui a parlé? Qui? On a vu les États-Unis soutenir le dépeçage du Soudan. Qui a parlé? Je ne vais pas parler des guerres injustes, illégales et légitimes, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, j'en passe, non. Donc, nous sommes là face à une situation nouvelle. Je veux bien nouvelle. Et je peux vous dire, même notre ambition, notre objectif de l'unité politique de notre continent, le jour où on aurait l'impression que les Africains commencent à se convertir à cette idée, je vous dis qu'il y aura des guerres ici en Afrique contre nous. Parce que pour eux, c'est un danger potentiel. Il faut qu'on reste des petits bantoustans comme nous sommes là. Oui. C'est ça, ce sont les éléments de la géopolitique mondiale qu'il faut que la plupart de nos téléspectateurs aient en conscience. On dit oui, mais on t'a posé une question, mais tu as l'air de gauche à droite. Mais il faut continuer à peindre le grand tableau pour que les gens comprennent le sens des enjeux du combat que nous menons. Nous sommes aujourd'hui un peu honorés de comprendre que du haut de la tribune de l'ONU, oui, le colonel Abdoulaye Maïga reprend mot à mot notre narratif. Oui. Hein? Il répond pratiquement mot à mot. N'est-ce pas, l'histoire de l'homme du troisième mandat avec le coupeur de tête qui transforme les têtes en ballon. On l'a dit. Vous savez comment c'est devenu. Monsieur Bazoum, bon, on avait questionné sa nationalité, on a dit non, laissons un peu passer. Mais là, ça ressurgit. Il y a plein d'images, il y a beaucoup de choses. Donc, ces hommes de l'Occident là, c'est l'ancien monde. Il va disparaître. Je ne serais pas étonné, mais je crois qu'ils sont en train quand même de mesurer le pour et le contre, les risques, d'entendre que dans la journée à venir, il y a une guerre qui est déclenchée contre le Mali, avec une coalition contre la Côte d'Ivoire, le Niger, mais peut-être aussi le Sénégal. Mais je leur pose seulement une question en rigolant. Vous êtes sûr que vos militaires vont vous suivre dans ce projet macabre? Vous allez créer des conditions de coup d'État contre vous. Je peux déjà le dire. À ceux qui vont s'aventurer dans cette idée-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que le peuple ne se laisse plus faire. Tous les grands spécialistes du monde sont stupéfaits par la montée en puissance au sein du peuple africain de l'idée de l'unité politique de notre continent. C'est une donne majeure dans l'observation des faits, dans l'analyse de la nouvelle géopolitique mondiale. Et ça, je le dis avec fierté, nous y avons participé. Et c'est le plus important. Merci à vous, Patient Parfait, d'avoir été de notre ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Vous n'aurez peut-être pas le diamant venant de Russes, n'est-ce pas, comme certitude au niveau de votre anneau. Mais je peux vous dire que peut-être vous l'aurez bientôt, parce que si vous n'êtes que dans certains continents plein de diamants. Énormément plein de diamants. Voilà. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.